Bonjour à tout le monde. On va vous donner encore quelques instants avant de commencer pour que les autres puissent se joindre à nous. Et s'il vous plaît, présentez-vous dans le chat au fur et à mesure où vous entrez dans la salle. Et puis, on va commencer. Un grand merci à tout le monde pour participer à cette session. Bonjour, bon après-midi ou bonne soirée. Bienvenue au premier webinaire de cette série de webinaires Aperçus et impact, les leçons tirées de 6 années d'idéal. La session d'aujourd'hui s'appelle HTTP Nexus en action, donc la connexion entre HTTP en action, les leçons apprises. Cette séance va être enregistrée et nous assurons l'interprétation en français. Je voudrais vous inviter à sélectionner la langue de votre choix pour cette session. Vous pouvez le faire en cliquant sur l'icône interprétation en bas de votre écran Zoom. Ça a l'air d'un globe. Et peut-être si vous êtes sur un téléphone portable, c'est dans la configuration mort. Et puis sélectionnez l'anglais ou le français. Donc là, vous pouvez choisir de couper le son original ou de l'écouter à volume plus faible dans l'arrière-fond. Encore une fois, merci pour se joindre à nous. Je m'appelle Zuzana Marie et je suis la directrice des activités d'Idéal. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat en indiquant votre nom, votre organisation et votre rôle. Nous vous proposons quelques sondages pour nous aider à mieux vous connaître. Le premier sondage vous demande d'où vous appelez. Donc, s'il vous plaît, allez-y et faites la sélection. Il me semble, la plupart des participants provient de l'Amérique du Nord. Je suis un peu surprise parce qu'il fait encore très tôt ici sur la côte est des États-Unis. C'est probablement les membres de mon équipe à moi, mais c'est une joie de voir que nos collègues se joignent à nous du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique centrale, mais aussi de l'Europe. Et puis un autre collègue qui se joint à nous de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et puis, il y a un deuxième sondage. Nous aimerions savoir de quel pilier de l'assistance vous relevez habituellement. On parle de l'humanitaire, du développement, de la paix, de l'assistance. Donc, est-ce que c'est plutôt l'humanitaire ou le développement ou la paix dans lequel vous travaillez? On voit que beaucoup d'entre vous travaillent dans soit l'humanitaire, soit le développement, mais beaucoup d'entre vous travaillent dans tous les domaines de cette connexion. C'est super. Merci.
Aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement le parcours d'idéal au cours de ces 6 dernières années, mais nous consacrerons l'essentiel de notre temps à notre table ronde sur la connexion HDP en action. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a un enregistreur graphique qui nous a rejoint pour capturer visuellement la discussion d'aujourd'hui. Ce que vous voyez sur l'écran maintenant est une carte du parcours idéal. Les éléments en haut de la ligne sont des événements ou des moments contextuels clés pour l'activité et les éléments situés en dessous de la ligne sont des ressources telles que les rapports ou des cours développés par Idéal. Il est difficile de croire que plus de 6 ans se sont écoulés depuis le lancement d'Idéal en octobre 2018. Au début, Idéal visait à se concentrer sur 7 domaines: la programmation d'urgence, la collecte et l'analyse des données, la gestion adaptative, l'intégration, la durabilité, le changement social et comportemental et l'équité, l'autonomisation, la cohésion et la responsabilisation. Les mécanismes ou voies ou parcours que nous avons utilisés pour améliorer l'efficacité des programmes de sécurité alimentaire dans ces domaines d'intervention étaient le renforcement des capacités, l'apprentissage collaboratif entre pairs, un programme de petites subventions et les consultations avec les parties prenantes la première année. L'idéal s'est principalement concentré sur le lancement de notre programme de petites subventions qui a permis d'octroyer 28 micro-subventions, bourses d'amélioration des programmes et bourses de recherche appliquées à diverses organisations locales et internationales pour financer des projets tels que le pilotage des AVEC dans les contextes d'urgence au Yémen et en Syrie. Aussi, la mesure de la cohésion sociale au Bangladesh, les podcasts pour la communication sur le changement de comportement social en Ouganda et bien d'autres encore. Alors, en 2020, comme le reste du monde, les plans d'idéal ont été bouleversés par la pandémie de COVID-19. Nous avons immédiatement contacté la communauté des partenaires de mise en œuvre et, en fonction de leurs besoins, nous avons rapidement pivoté vers une série d'apprentissages en ligne entre pairs qui a rassemblé des milliers de praticiens afin qu'ils partagent leurs stratégies pour surmonter les différents défis de la COVID-19. Les domaines d'apprentissage identifiés lors des consultations étaient le suivi et l'évaluation, la gestion stratégique, la collaboration en ligne, les populations à risque et la distribution des bons d'argent, de bons et de denrées alimentaires. Et les documents issus de ces axes de travail sont disponibles sur le lien partagé lors de cette discussion dans le chat. Mais nous allons procéder à un nouveau sondage. On voudrait savoir qui a et donc, lequel de ces webinaires, suivants de la série d'apprentissage, COVID-19 a été le plus suivi de toute l'activité idéale? Donc, on s'adresse à tous ceux qui ont été, parmi nous devant le début. Donc, quel était le webinaire auquel la majorité a participé? Ah, il y a, beaucoup, qui, se sont penchés sur les stratégies et suivies et mises en œuvre. Je vous donne un instant pour répondre. Et oui, le consensus est bien juste. Ce sont les défis et les stratégies poursuivies et mises en œuvre et évaluation, pour, au cours de la période, hein, de la COVID. Donc M et E, suivi et évaluation. Et c'était vraiment au début de la période covid, et là, il y avait plus de 300 personnes qui ont participé dans ce webinaire, et l'enregistrement de ce webinaire et le webinaire qui a été le plus visité, le plus regardé. Il y avait plus de 500 personnes qui ont regardé cette, vidéo. Vous pouvez toujours la regarder, ça se trouve, dans le matériel, de cette série d'apprentissage. Donc la série d'apprentissage COVID-19 s'est déroulée jusqu'au début de l'année 2022 et s'est achevée par un événement d'apprentissage en ligne de plusieurs jours. Lorsque la série touchait à sa fin, l'USAID
à consulter son personnel et ses partenaires pour comprendre leur expérience et leurs recommandations concernant la connexion du HTTP. Cette consultation a débouché sur les considérations de programmation de l'USAID pour la cohérence de HTTP. Idéal a décidé de faire de la, cohérence du HPD un, domaine prioritaire, de son nouveau cadre stratégique rationalisé au même titre, que suivi et évaluation et la gestion adaptative en avril 2022. Le premier événement majeur qu'Idéal a organisé dans le cadre, de ce nouveau domaine de travail a été une série de webinaires visant à orienter la communauté et la sécurité alimentaire vers la cohérence HDP et à diffuser davantage d'enseignements et d'approches pratiques en matière de cette connexion. La série comprenait des sujets sur l'avancement de la cohérence du HDP au niveau local, la donnée pour la prise de décision, la communication et la coordination et le séquençage, la superposition et l'intégration. La deuxième initiative d'EDL en matière, de cohérence est une deuxième réunion régionale de partage des connaissances axée sur la Grande Corne de l'Afrique. Lors de cette réunion, il y avait des praticiens de l'RDC, de l'Éthiopie, du Kenya, de la Somalie, du Sud-Soudan et l'Ouganda. Ils se sont réunis pour discuter des moyens d'améliorer la collaboration entre l'aide humanitaire, l'aide au développement et l'aide à la paix. Et on va vous montrer maintenant une petite vidéo, qui capte cette réunion. Maintenant, voici la vidéo. L'USAID a fait un engagement énorme envers, l'humanitaire, le développement et la paix. On avait cette réunion dans nos partenaires avec les gouvernements nationaux, les engagements étaient, très, très importants pour la capitale et ces engagements, ont été traduits sur le terrain dans la région. Les communautés ont pu, développer leur, programme de résilience, et lorsqu'on parle de la paix, il faut voir, comment est-ce qu'on peut aider notre équipe, pour, qu'ils aient la bonne perspective pour leur travail dans la communauté. Affectation locale et centrée, les connaissances locales est très importante. Pour la planification des actions conjointes pour être, efficace, là, il y a les besoins pour la volonté politique, pour, le besoin, de souligner cette action, qu'on veut, accomplir ensemble. Le P est très important parce que sans paix, le H et le D ne sont pas faisables. Donc il y a cette cohérence, pour cette raison-là, il y a cette connexion entre, le H, le P et le D. L'apprentissage, le renouvellement, on est vraiment, enthousiasmés. Merci. Puis nous avions une deuxième réunion concernant l'échange des apprentissages. Tout cela s'est tenu récemment au Sénégal et s'est concentré sur 5 pays du Sahel, et tous nos panélistes aujourd'hui ont participé à ces réunions et vraiment j'ai hâte, hein, de qu'ils partagent, avec vous ce qu'ils ont appris et ce qu'ils ont fait avancer. Après avoir réuni des prédictions en ligne et en personne, Idéal a entrepris une série de notes pratiques en réponse à la demande d'exemples clairs sur la manière de mettre en pratique les principes de cohérence du HTTP. Bon, plutôt que des études de cas exhaustives, chaque note pratique présente un exemple concis et opérationnel d'un ou plusieurs principes de cohérence et d'action du HTTP en action et tire des leçons qui peuvent être applicables dans d'autres contextes. Alors, je vais mettre le lien vers ces notes dans le chat. Maintenant, vous avez entendu assez de moi. On va maintenant passer à l'action de notre table ronde. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être rejointe par un panel formidable. Malheureusement, Dorcas, Edjura
de, RCIA, Nigeria ne peut pas, être ici à cause d'une émergence, une urgence médicale, mais, on a S2, Zavadoga, qui, est, la directrice, de Nourou au Burkina Faso et puis on a Souleymane Aldi, qui est le directeur du programme BAJA pour Save the Children, Somalia et Shani Ouma, qui est, leader, technique et superviseur, dans le bureau de l'USAID pour assistance, humanitaire. Un grand merci à vous tous pour se joindre à nous et au cours de ce panel, on va poser des questions. Vous allez, bientôt entendre les premières questions. Ouais, vous aurez, la possibilité de poser des questions. Il y a cette touche, ce bouton pour pouvoir poser, des questions en bas de votre écran, dans la section «More», donc avec les, 3 petits points. Si vous êtes sur un téléphone portable, vous pouvez, vous servir de cette fonction et ma première question sera posée par un, invité spécial du Niger. Bonjour, je m'appelle Salomon, Machudo, je suis chef de parti, pour l'activité Wadata. J'ai suivi le cours en ligne d'Idéal, sur les conséquences relatives et on travaille avec, Save the, Children, pour aider, surtout les, enfants, qui sont affectés, par, la malnutrition, dans la région de Zinder, au Niger. Alors, moi, j'ai vraiment, trouvé utile le cours, sur la connexion HDP pour définir les principes clés de la cohérence du, HDP et mettre en évidence des exemples. Mais cependant, nous avons toujours du mal à développer une vision et une compréhension commune, de la cohérence, du HDP. Alors, selon vous, que peuvent faire, de plus les responsables de la mise en œuvre et les donateurs pour y parvenir? Merci. Merci, Salomon, pour avoir posé cette, question. Je vais, commencer, avec, vous. Qu'est-ce que vous pensez, que les responsables, de la mise en œuvre et les donateurs peuvent faire, pour arriver à notre vision? Est-ce que vous m'entendez? Je suis désolée. Merci, Suzanne, pour, me donner la parole, pour pouvoir parler sur ce sujet si important. Et je vais vous, parler de mes expériences, concernant, directrice, moi, dans ma fonction de directrice, de Nourou, au Burkina Faso. Ouais, c'est, très important parce qu'HTP est, crucial, pour, faire un impact dans, cette zone de crise. Il s'agit de la réalité, de ce qui se passe vraiment, sur le terrain et donc les metteurs en œuvre, les donateurs, tous ceux qui nous aident doivent, se concentrer sur l'alignement, l'inclusivité, et voici quelques étapes, réalisables que je peux partager avec vous. Tout d'abord, il, faut vraiment transformer les décisions, dans l'action. On a regardé cette vidéo. J'ai eu la possibilité, la grande chance, d'être, à la, grande réunion, la deuxième réunion sur le partage, des connaissances au Sénégal et c'était bien clair, qu'il s'agit des pratiques quotidiennes, qu'il faut, mettre en action parce que la situation, ressemble, à celle, des situations dans la plupart des, pays. Pour nous, c'est vraiment, la clé pour transformer la situation actuelle catastrophique dans l'harmonisation, et dans la paix dans notre région. Et puis, il faut faciliter, il faut collaborer, visuellement sur ce processus. Il faut organiser des ateliers avec plusieurs parties prenantes pour partager les visions et il faut utiliser, ces cadres, HTP. Il faut utiliser les méthodes participatoires pour inclure toutes les voix, surtout les voix, des acteurs locaux, des, groupes marginaux et troisièmement,
Et nous pouvons renforcer la communication et la transparence. Nous pouvons établir, des canaux réguliers, pour partager le progrès, les défis et les aperçus, des de tous les acteurs, de l'intervention. C'est la transparence dans la prise de décision. Il faut renforcer, la confiance et aligner le travail de toutes, les parties prenantes. Pour les donateurs, il faut encore une fois souligner le besoin de rester flexible avec le financement multi-année. Il faut appuyer les programmes HTP et fournir des ressources pour le renforcement de capacité. Il faut la gestion adaptative. C'est très essentiel, d'aligner les priorités des donateurs, dans le, contexte local en, engageant, les en vraiment en, adaptant les stratégies aux besoins et puis il, faut créer un narratif cohérent. Il, faut partager, le message qui met en évidence cette nature cohérente entre l'humanitaire, le développement et la paix. Ceci est très important et que toutes, les parties prenantes, parlent de la même voix et envers les mêmes objectifs. Et puis, réussir la, cohérence HGP, c'est pas seulement important pour idéal, c'est une nécessité pour, confronter les crises, de l'heure actuelle. Maintenant, je passe la parole à Suleiman. Merci. Suleiman, la parole est à vous. Merci et merci pour la réponse très complète de ma collègue. Je suis ravi de faire partie de ce webinaire et merci à l'équipe d'Idéal de m'avoir accordé cette opportunité. Quand nous parlons de l'humanitaire, du développement et de la paix, dans n'importe quel contexte, et surtout dans le contexte où nous travaillons nous, moi je travaille en Somalie. Nous avons ici les besoins humanitaires, bien sûr, les besoins de développement, et puis la paix est au centre de tout ce que nous faisons. En Somalie, la question de la sécurité reste un grand problème. Donc pour moi, la paix, c'est vraiment le cœur de tout ce que nous faisons. Une fois que nous établissons la paix, nous pouvons parler davantage de l'humanitaire, du développement, mais tous ces trois éléments sont entremêlés, interconnectés. Il est très important de penser à chacun des aspects de ces initiatives HTP. La clé, c'est d'avoir des mécanismes en place qui respectent les principes de base de l'humanitaire, du développement et de la paix. Et il y a quelques domaines clés que j'aimerais identifier. Je ne vais pas répéter ce que ma collègue vient de dire, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle vient de dire à 100%. Mais dans de différents contextes, on peut parler du développement stratégique. Il y a une différence entre l'établissement d'un plan et d'une stratégie. Par rapport au Nexus HTP, entre les metteurs en œuvre et les bailleurs de fonds, il faut établir une compréhension commune. Il faut que tout le monde soit d'accord sur ce que nous voulons réaliser. Il faut organiser des séances de planification collaborative pour établir des objectifs et des stratégies. Cela va garantir que toutes les parties prenantes sont alignées et travaillent ensemble. Comme Aya a dit, sans tout cela, l'initiative HTP n'est pas réalisable. Peut-être je me répète, mais il est très, très important que nous partageons les informations. L'information, c'est le pouvoir. Et donc, les mécanismes de coordination tels que les groupes de travail, des conférences, des plateformes partagées peuvent faciliter le dialogue et le partage des informations. Le renforcement des capacités est aussi critique. Il faut renforcer les capacités
bon, aujourd'hui, on dit plutôt on partage les capacités entre les metteurs en œuvre et les bailleurs de fonds. Les metteurs en œuvre peuvent apprendre des bailleurs de fonds et vice-versa. Donc, quand nous investissons dans le renforcement des capacités des deux côtés, cela va renforcer la cohérence HTP, la cohérence des principes et des pratiques. Et le dernier point que je voulais partager, c'est qu'il faut avoir un système de suivi et d'évaluation qui est intégré pour suivre les progrès à travers le spectre HTP, le spectre humanitaire et développement et avec les initiatives de la paix. Cela nous aide à apporter des peaufinements nécessaires. Et une dernière chose, je m'approche de ma limite de 3 minutes, donc c'est la dernière chose, mais il faut inclure toutes les parties prenantes. Il faut renforcer l'engagement des parties prenantes. Il faut inclure une diversité des parties prenantes, y compris les communautés dans la planification des activités HTP. Et cela va aussi renforcer notre capacité d'adaptation face aux différents contextes où nous travaillons. Je m'arrête là et Suzanne, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Suleiman. Et nous aurons beaucoup de temps pour développer ces idées davantage. Shani, je me tourne maintenant vers vous. Vous avez la parole. Oui, merci. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de faire partie de ce panel avec des collègues si incroyables. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Aïe et Suleiman viennent de partager. Pour moi, en général, on comprend ce que c'est le nexus HTP, la cohérence humanitaire, développement et de la paix. Parce qu'à la base, c'est une question de répondre aux besoins humanitaires et besoins de développement critiques au moment de crise, tout en travaillant sur la paix et facilitant la paix. En général, on comprend très bien pourquoi une meilleure cohérence à travers les programmes humanitaires de développement et de la paix est importante. Nous comprenons tous l'échelle des crises. Il y a plus que jamais des personnes qui sont déplacées. Il y a des besoins pour l'assistance. Il y a les conflits, l'insécurité alimentaire et les changements climatiques qui sont tous des facteurs qui se renforcent et qui exigent que nous travaillons ensemble, que nous tirons tous dans la même direction pour répondre à ces cycles de crise et de la pauvreté, que nous essayons avec toutes nos forces d'arrêter. Donc, à un niveau très général, il n'y a pas de manque de compréhension de ce que ça veut dire, de ce que nous devons faire. Mais là où il y a un défi, c'est quand on parle du comment. Je pense qu'on veut bien avoir plus d'exemples de la vraie vie des programmes actuels sur comment nous mettons en œuvre ce travail. Et donc, si nous pouvons enregistrer, documenter les approches de HTP, c'est toute la mission du BHA où moi je travaille. C'est ce que nous essayons de faire avec Idéal et avec la communauté des partenaires de mise en œuvre pour faire la transition des dialogues politiques de haut niveau que nous organisons depuis longtemps autour de ce nexus HTP vers une compréhension approfondie de l'opérationnalisation de ces théories pour avoir un meilleur impact non seulement sur nos façons de travailler sur le terrain, et aussi sur les vies des personnes que nous desservons. Il faut se souvenir du fait que la cohérence HTP, cela veut dire que les leaders de haut niveau soutiennent les parties prenantes. Donc, au sein de chacune de nos organisations, il faut mettre cela en place, mais aussi avec nos partenaires onusiens, avec des organismes régionaux, gouvernementaux.
Mais en même temps, il faut que les pratiquants soutiennent l'initiative aussi avec leurs idées, avec leur expertise pour traduire ces idées en action. Suleiman a parlé plutôt de notre objectif partagé et c'est cela l'essentiel si nous voulons rassembler des personnes. Il faut un objectif partagé qu'on peut traduire en action. Donc, s'il n'y a que du soutien de haut niveau, on perd de l'élan. L'initiative peut s'arrêter là. Et si le soutien existe seulement du côté programmatique, peut-être l'initiative ne va pas être durable. C'est quelque chose qu'on va faire seulement une fois. Donc, il faut le soutien des deux côtés en même temps pour garantir l'institutionnalisation de cette approche, de cette mode de travail. Moi aussi, je pense qu'il est très utile de reconnaître qu'il y a plusieurs cadres de référence au sein desquels les bailleurs de fonds et les metteurs en œuvre peuvent penser à la cohérence HTP. Et si nous reconnaissons cela, cela peut approfondir notre compréhension partagée des problèmes et de nos approches pour les résoudre. Donc, idéal, tout au long de ce processus, au cours des années récentes, en travaillant sur la cohérence HTP, nous essayons d'identifier et de développer ces exemples. Et nous avons identifié trois façons pour catégoriser les approches par rapport à la cohérence HTP que nous continuons à développer. La première approche, c'est, et il y a l'intra-activité. Qu'est-ce que c'est? C'est quand on utilise les approches HTP pour coordonner et collaborer au sein d'une seule activité, au sein d'un seul consortium. Et puis, il y a le HTP interactivité où on utilise les approches HTP pour faciliter la collaboration à travers plusieurs activités différentes, distinctes, pour répondre aux besoins partagés. Et puis, il y a le HTP interorganisationnel où on utilise ces approches, ou plutôt intra-organisationnel, où on utilise ces approches au sein d'une organisation pour fournir des expertises et pour faciliter la collaboration nécessaire pour répondre aux besoins d'une population spécifique, peut-être au niveau de la conception d'une activité, la planification de cette activité. Et pour vous donner un exemple, ce que nous avons vu dans beaucoup des documents publiés par Idéal, je vous encourage toutes et tous de lire ces documents, mais il y a beaucoup de preuves, beaucoup de leçons dans ces documents, beaucoup de pratiques prometteuses des RIFSA, par exemple, et des autres programmes pluriannuels qui sont conçus avec la cohérence HTP intégrée dans la planification. Idéal a donc capté des exemples du HTP interactivité et intraactivité où les partenaires de mise en œuvre s'efforcent de répondre en même temps aux objectifs et aux buts de l'activité tout en appliquant les approches HTP pour répondre aux besoins complexes et pour se préparer en cas de choc, étant donné les contextes de crise dans lesquels ces projets interviennent. Il y a aussi l'exemple du HTP organisationnel. Idéal en est un très bon exemple dans un rapport sur le Liban, car Liban avait euh, a identifié des membres du personnel pour travailler sur la conception et la mise en œuvre d'une activité humanitaire, même si ce n'était pas leur expertise. Un autre exemple du HTP organisationnel est le fait qu'aujourd'hui, l'USAID lui-même est au milieu d'un processus de haut niveau qui va impliquer peut-être le BHA, le Bureau de l'assistance humanitaire, et beaucoup d'autres bureaux de gestion et d'activités humanitaires, et aussi trois missions championnes en République démocratique du Congo, à Madagascar et en Somalie pour renforcer le travail de l'USAID sur la cohérence HTP et pour
trouver de nouvelles façons pour institutionnaliser la cohérence HTP à travers l'agence entière. Donc, ça, c'est quelque chose que nous faisons en interne au sein de l'USAID et c'est un très bon exemple, je pense, du HTP intra-organisationnel. Mais, en général, pour moi, ces cadres de référence, même si nous pouvons nous dire, ah ben, ils sont évidents, mais ils peuvent aussi nous aider à clarifier et à ajouter de l'intention dans le dialogue entre les partenaires et les bailleurs de fonds quand nous parlons de la cohérence HTP. Et je vous dis tout cela parce que chacune des catégorisations peut avoir des implications différentes pour la conception des activités et des programmes, par exemple, pour la co-création, pour l'identité des personnes qui se trouvent autour de la table, pour le séquençage des différents objectifs, pour la coordination et l'engagement qui seront peut-être nécessaires pour appuyer toutes ces initiatives. Il faut donc bien comprendre les partenaires pensent à quoi quand ils parlent du HTP et les bailleurs de fonds pensent à quoi quand ils parlent du HTP. Et quand nous créons ces espaces pour nous rassembler entre les bailleurs de fonds et les partenaires, pour parler de la cohérence HTP, c'est très important. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait systématiquement et ça va. C'est une approche. Ce n'est pas un objectif en soi. Donc, c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans d'autres discussions autour des objectifs de notre travail. Une chose qui était très évidente dans notre travail avec l'idéal sur la cohérence HTP, c'est que les bailleurs de fonds et les partenaires, tous les deux, pensent à la cohérence HTP à travers les cadres de référence différents. Et donc, parfois, on se parle sans se comprendre parce qu'on n'a pas compris la façon de penser de l'autre côté. Par exemple, disons qu'il y a un partenaire qui réfléchit aux techniques pour renforcer la collaboration au sein de son propre consortium ou avec des partenaires locaux, des acteurs locaux. Et là, on voit l'approche intra-activité. Par contre, le BHA ou le bailleur de fonds réfléchit peut-être plutôt à comment les partenaires peuvent collaborer pour profiter des efforts d'une autre activité à part, mais qui dessert une population semblable ou une population voisine, pour identifier des opportunités pour faire la transition, pour que la population continue à recevoir du soutien même après la fin d'un projet. Donc ça, c'est une approche interactivité. Et ces deux approches ont des besoins différents, des approches différentes, des calendriers différents. Donc, c'est utile de se rendre compte de cela. On peut toujours mieux s'informer et quand on fait cela, cela va réduire le besoin de l'assistance humanitaire à l'avenir, mais bien sûr, les défis vont continuer à évoluer. Mais voilà, il faut rester concret sur la vision de chaque côté et ce qui sera nécessaire au niveau programmatique pour réaliser ces objectifs. Tout ça est nécessaire quand on parle de HTP entre les bailleurs de fonds et les metteurs en œuvre. Très bien. Merci, Shoni. Suleiman, j'aimerais revenir vers vous, s'il vous plaît. En Somalie, on a fait l'engagement d'autonomiser les structures existantes pour aider avec la planification. Donc, d'après vous, quel est le rôle de la planification conjointe au sein de la cohérence HTP et comment est-ce que les initiatives HTP en Somalie peuvent mieux s'intégrer avec d'autres programmes de résilience existants pour renforcer la résilience et pour assurer une réponse complète par rapport aux conflits et à l'insécurité alimentaire? Suleiman, à vous la parole.
Suleiman, est-ce que vous m'entendez? Ah, je pense que son écran a gelé. Il y a un petit problème de connexion. Nous l'avons perdu. Bon, alors, je passe à la question suivante. De quelle manière les connaissances locales et l'engagement communautaire peuvent-ils être intégrés dans les programmes de HDP et pourquoi est-ce que c'est important que les systèmes locaux soient inclus? Ah, vous êtes encore en sourdine. Merci Suzanne de m'avoir posé cette question. Je vais commencer avec le pourquoi. Bon, incorporer les connaissances locales et l'engagement communautaire dans la programmation HDP n'est pas seulement éthique, hein, ça correspond à la déontologie, mais il s'agit là d'une nécessité très stratégique pour atteindre un impact à long terme et une durabilité. Et le système local et les acteurs doivent être intégral, doivent participer pour beaucoup de raisons. Il s'agit, de l'expertise contextuelle, hein, parce que les acteurs locaux comprennent profondément leur propre environnement dans lequel ils résident. Ils, fournissent des aperçus détaillés de la dynamique unique de chaque communauté et ceci aide à ajuster des interventions, à façonner des interventions qui vont bien au-delà des cadres, régionaux et nationaux. C'est très important pour naviguer la dynamique des conflits et pour adapter le développement humanitaire, et les activités qu'on a fait pour atteindre la paix. Parce que vous savez, dans un pays, on a plusieurs communautés. On a, des, centaines, de besoins contextuels. Il y a différentes urgences. Et puis la deuxième raison est vraiment la durabilité. Les systèmes locaux veillent à ce que les résultats des projets, restent, pertinents et restent durables. Moi, j'ai travaillé dans le secteur, de la santé et une infirmière, a partagé avec moi comment la formation qu'elle a reçue, devenait partie de son expertise. Elle, m'a, dit à la fin des projets, que vous voyez les équipements, on peut toujours arracher le matériel, les équipements, mais l'apprentissage qu'elle a gagné à travers cette formation, personne ne peut lui voler cette expertise et c'est très, très important, pour, les agents de santé, de les renforcer donc avec des formations et le système local va assurer la durabilité des interventions HTP. Aussi, c'est intéressant point de vue coût, parce que, cette, ces connaissances locales optimisent l'affectation des ressources locales et assurent que les interventions vraiment répondent aux besoins réels des communautés en minimisant le gaspillage. Ceci rend les programmes pleins d'impact et plus efficaces et plus efficients. Cela aide aussi les communautés à s'approprier, de ces programmes, cela engage les communautés, cela renforce la confiance et une participation active. Parce que, les, programmes dont, la communauté s'est appropriée, vont rester après la fin du projet. On a beaucoup plus, de possibilités, pour rester durables et donc maintenant je vais passer au comment. Et bon, on a fait une évaluation de base et dès que on fait l'évaluation de base, il faut vraiment impliquer les communautés dans cette,
phase de conception du projet à Nauru, nous faisons le partenariat avec une coopérative et cette coopérative était notre point d'entrée ou d'accès dans ces communautés. Et là, on a impliqué la coopérative depuis la première étape de cette conception du projet. Et deuxièmement, les stratégies inclusives pour, les groupes marginalisés tels que les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, ces gens-là doivent être, intentionnellement et activement incluses. Ce qu'on fait ici, au, Burkina, à Nourou, avec, notre travail, nous nous sommes rendus compte que, la participation des femmes au début, de ce programme, cette participation des femmes était, très, très basse, hein, au début, à cause des conflits de temps avec, le calendrier, de travail des femmes. Alors on a parlé aux femmes et les femmes nous ont dit, que le calendrier et les heures, fixées, par l'équipe des projets n'étaient pas bonnes, pour eux. Alors on a changé les heures, où, on a eu les réunions. Les, sessions de formation, par exemple, ont été mises, dans l'après-midi. Comme ça, les femmes ont pu participer à la formation et on a aussi utilisé des formateurs, locaux. Parce qu'on, a cette approche cascade, formation des formateurs, pour s'assurer, que les, gens qui, forment, les membres de la communauté proviennent de cette communauté. Cela, facilite le travail pour, adapter le travail à leur environnement et donc c'était très important, d'avoir, un nouveau, calendrier avec de meilleures heures. Mais aussi, il vous faut le feedback, hein. Il, faut ce mécanisme de redevabilité. Ah, c'est, clé pour, avoir, une bonne discussion transparente, pour renforcer, la confiance. C'est très important, pour, le processus, pour incorporer, la transparence et le feedback, dans le suivi, l'évaluation et l'apprentissage. Parce que cela, assure que les communautés, ressentent et entendent et voient que les projets restent adaptables. Nourou, chez nous, une de nos valeurs, clés, c'est l'adaptabilité. Alors, nous sommes ouverts, aux, défis. Nous sommes ouverts à la communauté, nous adaptons les programmes, nous sommes flexibles pour les communautés pour nous, la flexibilité, cette souplesse est vraiment clé pour, assurer la pertinence et l'efficacité, pour, assurer un changement rapide dans les environnements où tout change d'une seconde à l'autre. Et c'est important, pour imbriquer, l'apprentissage local, dans la programmation. Il faut renforcer les interventions, pour les rendre plus efficaces et pour, assurer la durabilité. Il ne s'agit jamais d'imposer des solutions, il s'agit de co-créer les solutions, comme Shoni vient de le dire. Donc il faut travailler ensemble avec les communautés. Ce sont les communautés qu'on dessert, qui, doivent avoir un mot à dire. Merci beaucoup. Merci et parlant de l'adaptabilité, je pense que Souleymane est de retour. Souleymane? Je ne vous vois pas sur caméra, mais vous êtes dans la salle, n'est-ce pas? Très bien. Ah, vous voilà. Et si vous avez un problème avec, la bande passante, vous pouvez, toujours éteindre la caméra, pas de problème. Je vais poser la question encore une fois. Quel est le rôle de la planification conjointe dans la cohérence, d'HDP? Et comment les initiatives de développement humain en Somalie peuvent-elles être mieux intégrées aux programmes de résilience existants pour renforcer la résilience et garantir une réponse globale à l'insécurité alimentaire et au conflit? Oh, il est gelé. L'écran est gelé.
Hmm. Peut-être qu'il faut éteindre la vidéo, Suleiman. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant on vous entend. On vous entend. Mais je pense que Suleiman ne peut pas nous entendre. Oui, le sang passe. Merci d'avoir posé cette question. Je suis vraiment désolée pour les problèmes, techniques avec l'internet. C'est problématique. Pour, répondre à cette, question concernant l'intégration avec, les programmes de résilience qui existent déjà, je pense que c'est très important parce qu'on a déjà tellement d'informations qui ont été développées. Donc, heu, c'est important, de les imbriquer dans notre programmation de résilience et la planification conjointe joue un rôle, crucial. Aussi, pour la théorie de changement collectif et la coordination, la collaboration. C'est important pour nous, pour, travailler sur notre vision pour la cohérence HDP. Dans le contexte Somalie, ceci assure que toutes les parties, prenantes sont alignés avec leurs objectifs, et donc c'est important que les méthodologies mènent à une programmation cohérente, plus puissante, avec plus d'impact. Je crois qu'une planification conjointe nous aide également pour identifier les activités prioritaires, quand les gens se rassemblent, et font la planification conjointe dans un pays ou dans la région. Alors, et les interventions prioritaires, les activités prioritaires, c'est très, très important de les identifier de la bonne manière pour aider, les gens qui, vivent dans cette région. Ceci est aussi un catalyseur, pour les partenaires de la mise en œuvre, pour établir les rôles et les responsabilités clés et pour, établir, les, buts, communs. Pour, aborder ces crises alambiquées, qu'on a en Somalie pour l'instant, pour que le travail soit plus efficace. Juste, pour approfondir, cette question, je crois qu'il y a toujours, 3 ou 4 idées clés qui me passent toujours, par l'esprit et qui jouent un grand rôle lorsqu'on, parle, heu, des bases de comment on peut intégrer l'initiative HDP dans des interventions qui existent déjà. L'interprète s'excuse, mais je pense qu'on a perdu Monsieur Suleiman. L'audio est muette. On va voir avec, le preneur de notes visuelles au fur et à mesure, où, on essaye de reconnecter avec Suleiman. Et nous savons que, en dépit, des, problèmes, techniques, on a pu copter des idées principales concernant la planification conjointe, et également, et il a bien capté, le comment et les pourquoi des systèmes locaux, sont importants pour les inclure, et il y a, d'autres points très importants, de comment atteindre la cohérence, HTP. Chani, vous avez parlé des différents processus que l'USAID, Idéal ont utilisés avec, les cadres de référence.
Mais, dans votre travail, hein, lorsque vous avez passé en revue les publications d'Idéal et aussi les, cas d'études que USAID a explorés, est-ce que vous pouvez, partager avec nous quelques stratégies spécifiques et quelques pratiques qui ont découlé de ce travail, hein, pour atteindre la cohérence HDP? Mais bien sûr, il y a beaucoup, il y a beaucoup à dire. Je pense que pour l'avenir, j'ai hâte, de, résumer tout cela, ces publications, ces études cas dans quelque chose qui est plus, facilement accessible. En g Mais en général, je pense qu'on a tellement de bonnes informations déjà et une des approches très promettantes, hein, qui m'a sauté aux yeux, c'est de voir les plateformes, communautaires, qui font le séquençage, la superposition et l'intégration des programmations de paix dans la programmation, régulière de tous les jours. Bien sûr, il faut toujours l'adapter au contexte, mais ce type de travail a été démontré dans, plusieurs, notes pratiques, mais aussi concernant les aperçus, qu'on a lus dans les rapports d'activité humanitaire, pluriannuels et on a, montré comment la programmation pour la paix ne doit pas être, un pilier en silo sur lequel on travaille, comme, il y a des gens qui, l'ont fait dans le passé. Par exemple, au Mali, la programmation de paix, a, renforcé la cohésion sociale, a réduit, les tensions politiques, et ethniques. Et a aussi renforcé, les ressources naturelles. Donc la paix et la gouvernance ont été, superposées dans des couches avec activités de développement et avec, des transferts, cash pour l'humanitaire ou du cash qu'on a eu, pour le renforcement, des avoirs, des communautés et c'était efficace et au Soudan, du Sud, là, des, formations sur la sensibilité aux, conflits et des efforts de médiation ont été, séquencés au début de la programmation. Donc et cela a vraiment aidé, avec, la cohésion sociale avant le lancement des programmes de développement et dès que les programmes de développement ont été, lancés, ce travail a continué avec, des formations et avec, d'autres efforts, de programmation pour, susciter la paix. Et ce qu'on a, trouvé, c'est que cela a significativement, augmenté l'impact, programmatique à travers la mise en œuvre. Lorsqu'on a, commencé dès le début, avant le lancement, surtout, au Soudan du Sud, ou dans ces régions où, ces gens-là ont travaillé. Et ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'on utilise les conseils, des villages, les groupes de jeunesse, les groupes des mères, les AVEC, les SILS, les, groupes d'eau locale hein, et les autres comités communautaires, est tellement important. C'est essentiel de les intégrer dans, l'appui, pour les membres de communautaires, pour participer, au dialogue intercommunal. Cela est une stratégie très efficace, pour l'imbriquer dans la programmation régulière, pour, atteindre, le maintien de la paix, pour renforcer la paix. C'est essentiel et c'est notre but ici. C'est pas seulement pour, livrer un développement efficace, mais aussi, pour, travailler, sur, une méthode durable pour les populations qu'on dessert, hem, que ça reste. Et je sais, qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, à l'aspect de cette programmation et nous avons de très bons exemples. Aussi, lorsqu'on travaille avec, des partenaires, locaux, avec, du personnel local, là aussi, c'est un sujet commun, qui, est découlé de ces publications et ce qu'on a trouvé à l'interne. Par exemple, au Yémen,
dans cette note de pratique du Yémen. Là, on parle du fait que le personnel local a joué un rôle clé dans la planification et la conception de l'activité et également pour susciter la collaboration et l'adoption des approches plus intégrées. Et aussi pour promouvoir l'inclusion du genre, l'équité et la sensibilité par rapport au conflit. On a beaucoup parlé des défis autour de la question du genre au Yémen et on a parlé du fait qu'il fallait encourager les femmes à participer aux activités communautaires ou à rentrer dans les rôles de leadership en travaillant avec les hommes. Les femmes hum, avaient le sentiment de devoir demander l'autorisation chacune de son mari. Et l'activité voulait établir des écoles de mari pour les hommes, ce qu'on appelait les écoles de mari, mais quand on a eu l'avis du personnel local, on a su que si on appelait ces écoles de mari des écoles, cela créerait de la méprise ou d'un manque de confiance au sein de la communauté. Donc, on a pu atténuer ce bémol, on a pu éviter ce bémol. Pardon, je m'excuse, je dois m'arrêter un moment parce que mon ordinateur me dit qu'il va se relancer. Donc, votre patience, s'il vous plaît, peut-être je peux vous passer la parole et je reviens tout de suite. Oui, Shawnee, ce que vous venez de dire sur le fait qu'on peut travailler à travers les systèmes locaux déjà existants, cela complémente ce que Aïe, vous avez dit sur l'existence de la connaissance locale et le fait que ces connaissances vont rester là dans la communauté locale même après la fin d'un projet. Donc, ce n'est pas seulement une question de durabilité, mais cela facilite aussi le lancement des projets et la collaboration au sein et avec les projets. Je pense que Suleiman est encore une fois de retour. Oui, je suis là. Très bien. Pardon, toutes mes excuses. J'ai eu des problèmes de connexion. Pas de problème. Est-ce que mes collègues peuvent m'aider à afficher le compte de Suleiman sans la vidéo pour économiser la bande passante? Mais Suleiman, est-ce que vous pouvez partager avec nous? Vous parliez de la planification conjointe et nous avons pu entendre la plupart de votre réponse, mais nous voulions parler davantage du travail collaboratif avec les initiatives existantes. Oui, comme je disais, en Somalie, on essaie d'intégrer ces initiatives avec les programmes déjà existants et la planification conjointe joue un rôle crucial. Quelque chose que nous avons vu à plusieurs reprises est que la collaboration, la planification conjointe, la coordination, le partage d'informations sont tous clés pour la cohérence HTP. Donc oui, la planification conjointe a un rôle critique à jouer et cela nous aide à raffiner nos analyses et nos approches. Mais mon point principal est
que la collaboration renforcée et la mise en place d'un mécanisme de suivi fort nous aident en Somalie de nous assurer que nos efforts sont complémentaires, que toutes les parties prenantes peuvent contribuer dans le cadre de notre initiative. Et dans le contexte somalien, nous avons beaucoup d'informations, beaucoup d'études qui peuvent aider les autres qui vont travailler, qui vont intervenir dans différentes régions de la Somalie. Et comme Shoni a dit, c'est le comment qui pose problème. On peut avoir de bons plans en place, mais c'est le comment qui pose problème. Et le partage des données, des analyses, va aboutir à une meilleure prise de décision. Et l'interprète s'excuse, mais la connexion est mauvaise. En Somalie, on est au milieu d'une crise de longue durée, une crise compliquée. Il y a entre 91 et aujourd'hui, il n'y a pas eu de stabilité gouvernementale. Il y a des organisations internationales, l'ONU entre autres, qui sont la source des denrées nécessaires pour la population. En termes d'analyse des données partagées, cela peut aider toutes les parties prenantes à mieux comprendre les causes profondes de l'instabilité. Par le passé, la Somalie était un pays prospère, un pays qui subvenait à ses propres besoins alimentaires, mais nous vivons, nous avons vécu beaucoup de périodes de famine depuis. Quelle était la cause profonde de cette famine? Le conflit. Donc, le développement, la prospérité, les connaissances, on peut les avoir seulement s'il n'y a pas de conflit. Donc, on peut utiliser les données, les analyser pour concevoir des interventions qui vont réussir même dans des contextes de conflit. Et nous avons beaucoup d'analyses que nous avons déjà faites, beaucoup des informations que nous aimerions partager. Euh, nous pouvons aujourd'hui analyser ce que les consortiums ont pu faire, quelles ont été les bonnes pratiques qu'on peut partager, qu'on peut banaliser pour aller de l'avant avec les initiatives humanitaires et de la paix en Somalie. Il faut intégrer les leaders locaux et intégrer la HTP dans toutes les initiatives. Et en Somalie, parfois les bailleurs de fonds quittent le pays et c'est la nutrition, c'est le wash, c'est la sécurité alimentaire qui souffre. Mm, Quand ces institutions se retirent, il n'y a pas d'infrastructure qui est laissée en place.
Et sans cette durabilité, comment est-ce qu'on peut continuer? Une fois qu'une intervention touche à sa fin, une fois qu'un bailleur de fonds se retire, il n'y a pas de stabilité. Suleiman, pardon, je vous interromps. Avant de passer au point suivant, nous avons vraiment du mal à vous comprendre. La connexion est très mauvaise. Donc, il y a certaines personnes qui ont du mal à vous entendre. Nous allons donc, l'équipe va partager un numéro de téléphone avec vous. Peut-être vous pouvez vous connecter comme cela. Peut-être la connexion sera meilleure comme cela. Mais j'apprécie beaucoup comment tous nos messages se renforcent les uns les autres. Oui, il faut toujours travailler avec les communautés, à travers les communautés, à partir des approches basées dans la communauté. Ça est essentiel pour ce travail du Nexus HTTP, du node HTTP. Une chose que j'apprécie beaucoup dans les considérations, dans la note sur les programmes de l'USAID, c'est que on dit que les communautés locales habitent naturellement dans ce nexus, dans ce node. Elles ne voient pas ces différents piliers, l'humanitaire, le développement, la paix. Ce sont nous, les bailleurs de fonds, les professionnels du développement qui voient ces piliers. Mais les communautés continuent à vivre la vie quotidienne, continuent à subir des impacts et des chocs. Tout le monde veut subvenir aux besoins de sa famille sur le long terme, mais on est confronté par des crises, par des chocs, par des conflits. Et donc, ce sont vraiment les communautés qui habitent au sein de ce nexus HTTP. Et il est donc essentiel de prendre cela en compte et de se rendre compte de cela. Shawnee, je vois que vous avez la main levée, mais moi, j'ai une autre question à vous poser pour aller de l'avant. J'aimerais passer à la question suivante. C'est une autre question posée par un invité spécial. Si nous pouvons, je demande à l'équipe d'afficher la vidéo de la question suivante, s'il vous plaît. Anna, vous êtes là? Ah, voilà. Merci, Anna. Bonjour, je m'appelle Will von Schrader, je suis le directeur de la localisation chez Save the Children. Pour Save the Children, les approches localisées produisent de meilleurs résultats et nous nous engageons à faire valoir les voix des acteurs locaux pour développer des percées locales pour les enfants. Un des principes de la cohérence HTTP de la note de l'USAID, c'est qu'il faut s'assurer que les programmes sont développés avec, pour et pour les communautés locales. Nous essayons de faire cela en développant la cohérence HTTP et en l'intégrant dans la série de partage de connaissances de 2022, en sponsorisant des partenaires locaux pour participer à ces ateliers tels que les ateliers régionaux de partage de connaissances et en finançant des recherches sur comment l'engagement local peut renforcer la sécurité alimentaire à travers des programmes de petites subventions. Voilà ma question. Quels sont les mécanismes dont on a besoin pour créer une meilleure collaboration entre les partenaires locaux et internationaux pour la cohérence HTTP? Merci. Merci pour la question, Will. Allez, on peut commencer avec vous? Oui, merci beaucoup. Merci à Idéal parce que moi aussi, j'ai tiré l'avantage de ce financement de la participation des participants locaux à ces formations. Cela m'a beaucoup aidé, j'ai beaucoup appris et en tant que partenaire local, j'ai pu renforcer notre lien avec des organisations internationales dans cet espace.
Dans notre cas, au Sénégal, il y avait des séances dédiées à chaque pays. Et pour le Burkina Faso, dans notre groupe de travail, nous avons proposé, chaque groupe allait proposer des solutions pour améliorer la cohérence HTTP dans chacun de nos pays. Et nous avons donc proposé une plateforme de coordination menée par les bailleurs de fonds et par le gouvernement pour créer des espaces inclusifs où les acteurs locaux et internationaux peuvent aligner les objectifs, partager des informations et éviter des écueils. Je sais qu'au Burkina Faso, il y a déjà des grappes différentes. Donc, on voulait coordonner le travail de toutes ces grappes, tous ces clusters différents, que ce soit le cluster de la résilience, du renforcement de la paix ou des activités humanitaires. Nous pensons que nous pensons que c'est possible d'établir une plateforme de coordination inclusive, mais tout d'abord, il faut un espace où les acteurs locaux et les acteurs internationaux peuvent se rassembler sur un pied d'égalité. Cette plateforme doit aller au-delà de l'approche traditionnelle du haut vers le bas pour assurer une participation qui a du sens pour les acteurs locaux, y compris les représentants de la société civile, les leaders communautaires et les organisations du terrain. Par exemple, les forums de multiparties prenantes, de plusieurs parties prenantes, peuvent faciliter le partage des visions et faciliter la planification, comme nous avons déjà dit. Ces espaces doivent aussi prioriser les voix marginalisées, telles que les voix des femmes, des jeunes et des personnes déplacées, qui subissent souvent les pires impacts de ces crises sans avoir leur mot à dire sur la conception des interventions. Et cette inclusivité va garantir que les programmes répondent aux besoins réels de ces communautés et pas seulement à ce que à nos présuppositions. Nous pouvons aussi renforcer les capacités. Suleiman a parler d'un renforcement de capacité qui va des bailleurs de fonds vers les mettre en œuvre, mais je pense que les acteurs internationaux et les acteurs locaux, chaque côté peut renforcer les compétences de l'autre. C'est un mécanisme critique. Les bailleurs de fonds apportent une expertise technique, mais ils doivent aussi reconnaître le fait que les metteurs en œuvre apportent l'expérience vécue et l'expertise des acteurs locaux. Et on peut faire cela avec les formations, avec les programmes de mentorat et les programmes de secondement, où les membres du personnel des organisations internationales travaillent avec les organisations locales et vice-versa. De tels échanges renforceraient le respect mutuel et garantiraient que les deux côtés apprennent l'un de l'autre. Les acteurs locaux font aussi face aux obstacles financiers, entre autres, qui empêchent leur pleine participation. Si nous finançons ces processus, si nous fournissons un appui technique et si nous réduisons ces obstacles bureaucratiques, cela autonomiserait les organisations locales à prendre des rôles de leadership au sein des programmes du HTP. Un des panélistes à cette réunion en octobre a dit qu'il faut donner plus de ressources aux organisations locales, mais que le niveau local et le niveau international ne se rivalisent pas, ne se rivalisent pas. On travaille ensemble. Le travail devant nous est énorme. Il faut travailler ensemble. Il faut aussi un financement flexible sur le long terme. Johnny, on vous voit comme bailleur de fonds. L'USAID le fait déjà. L'USAID peut aussi faire un travail de plaidoyer auprès d'autres bailleurs de fonds pour banaliser cette pratique chez les bailleurs de fonds pour que les metteurs en œuvre puissent travailler au niveau local et les bailleurs de fonds peuvent travailler au niveau international sur la durabilité sur le long terme. Et ensemble, nous garantirons la durabilité.
il faut aussi avoir un système de suivi, d'évaluation et d'apprentissage partagé. Quand toutes les parties sont responsables pour le partage des informations et des résultats, cela peut renforcer les impacts des initiatives HTP. Ce système devrait inclure des connaissances locales et des points de vue locaux pour garantir que les données sont la bonne réflexion des réalités sur le terrain. En outre, les systèmes de suivi, d'évaluation et d'apprentissage devraient faciliter l'apprentissage mutuel en identifiant ce qui marche et ce qui ne marche pas. Tous les acteurs locaux et internationaux vont pouvoir donc adapter chacun son stratégie pour avoir de meilleurs impacts. Nous pouvons aussi promouvoir un narratif cohérent. Enfin, nous faut un narratif uni sur l'importance de la cohérence HTP. Je pense que ce narratif est déjà là quand j'entends les vidéos et j'entends les interventions des autres panélistes. Je me rends compte que le narratif est là, mais ce narratif doit répondre, doit être la réflexion des acteurs locaux et des acteurs internationaux. Il faut reconnaître que l'humanitaire, le développement et le renforcement de la paix sont tous les trois interconnectés. Ce ne sont pas des silos séparés et il faut s'assurer que tout le monde parle la même langue quand on parle des objectifs et des priorités. Chez Nourou, nous avons vu le pouvoir de cette approche. Par exemple, quand nous invitons les leaders locaux à participer à chaque étape de notre projet, nous avons renforcé la confiance et nous avons pu arriver à des solutions durables. Nous avons appris que quand les acteurs locaux et internationaux travaillent ensemble comme de vrais partenaires, nous pouvons naviguer même les défis les plus compliqués d'une façon efficace. Je conclus pour vous dire, pour atteindre une meilleure collaboration entre les acteurs internationaux et locaux, pour l'HDP, il nous faut des mécanismes intentionnels qui renforcent l'inclusivité, le respect mutuel et la redevabilité partagée en investissant dans ces mécanismes. Et comme ça, nous pouvons de créer des programmes qui ne sont pas seulement efficients et efficaces, mais aussi durables et qui ont un impact durable sur nos communautés. Merci. Merci. Aïe, Shoni, vous avez la parole maintenant. D'après vous, venant de l'autre côté, comment est-ce que vous pensez que les acteurs internationaux et locaux peuvent mieux interagir? Euh, moi, je peux, pas vraiment ajouter quelque chose à ce que, il vient de dire parce qu'elle a tout capté. Bon, je pourrais peut-être ajouter 2 mots concernant les plateformes de coordination parce que ces plateformes sont essentielles pour nous. Elles peuvent être extrêmement utiles pour la planification conjointe, pour, être tous sur la même page, pour partager les mêmes buts et aussi, pour la mise en œuvre. Mais ces plateformes ne doivent pas nécessairement être des mécanismes très, larges et avec tous des détails. Bon, c'est possible. Par exemple, ça peut être une plateforme isolée, qui, est dirigée par un gouvernement ou, par, des donateurs. Par exemple, hem, celui pour la croissance économique et de résilience, du partenariat ou le PREG au, Kenya qui a été très efficace pour créer, le travail, entre, une belle plateforme entre les acteurs internationaux et les partenaires locaux. Et là, on s'est focalisé sur, l'action collective. On a travaillé, en vue, d'indicateurs, conjoints. Mais bon, ça peut être très efficace, mais c'est pas la seule, manière pour faire le travail. C'est quelque chose que l'USAID, va appuyer. Mais comme vous l'avez bien vu, même avec, le partage de données, le partage de données en lui-même a la possibilité de créer sa propre plateforme de coordination. Je vais vous donner un exemple. En Éthiopie, par exemple.
L'équipe de l'apprentissage et de l'évaluation et du suivi humanitaire partage les données sur l'avertissement précoce, l'alimentation et les données sur le prix du bétail et les stratégies d'adaptation avec les contreparts de développement, avec les homologues qui travaillent dans le développement pour les informer sur la gestion adaptive. Et donc, ils travaillent très étroitement ensemble, les 2. Pour ce qui est de ces activités de développement. Même parfois, ce sont les mêmes membres des équipes qui travaillent sur les mêmes problèmes. Donc, il y a entrecroisement pour obtenir un impact plus efficace hein, et pour ne pas avoir de chevauchement. Il s'agit d'établir une plateforme. Si cette plateforme est grande ou si elle est petite, les deux scénarios peuvent mener à une programmation plus efficace. On a vu que, chez USAID, qui a travaillé, depuis très longtemps, du côté du développement, a priorisé toujours, les efforts, de partenariats, locaux. L'USAID et le BHA, le Bureau pour assistance humanitaire, récemment vient de complémenter ce travail en publiant, la politique humanitaire, dirigée au niveau local, de l'USAID, hein. Ça veut dire, qu'il, faut ne pas, seulement financer les partenaires, locaux directement, mais, pour, travailler avec eux et pour, renforcer leurs capacités, mais également, pour, leur donner, un engagement significatif, hein, un rôle très significatif dans la planification et la mise en œuvre et c'est, normalement, lorsqu'on donne des, projets et des sous-projets, à ses partenaires et cela renforce, cette relation qu'on a avec, les partenaires locaux. On, a vu dans les, cas d'études dans les études cas, même après l'activité, les équipes, ont regretté qu'ils n'ont pas travaillé avec les partenaires locaux parce qu'ils avaient la possibilité de le faire, mais ils n'ont pas fait et ils ont senti que le résultat, de programmation aurait, été meilleur, lorsqu'ils auraient travaillé avec ces partenaires locaux. Hem c'est important de créer cette espèce d'engagement pour partenaires pour qu'ils aient une voix à la table et cela peut aligner nos intentions, dans notre programmation pour appuyer les la satisfaction des besoins de la population qu'on veut desservir dans ce spectrum. Et puis, une autre chose que je partageais avec, vous, lors de cette, réunion en Sahel en octobre, on, on avait, à peu près, un quart, des partenaires qui étaient des, partenaires locaux et on a reçu de bons commentaires. Un commentaire, m'a sauté, aux oreilles. Il s'agissait, de l'idée, de mitiger, de réduire le transfert de risques aux, partenaires locaux. Par exemple c'est important de pré-identifier des déclencheurs, de, quand et comment on peut, améliorer le support pour les partenaires locaux, pour qu'ils ne soient, pas, mis sur la voie du mal, pour qu'ils ne soient pas noués, lorsqu'il y a une crise. En partageant avec eux des techniques, qu'il faut employer, lorsqu'il y a des risques et une catastrophe, c'est-à-dire, partager les, techniques d'atténuation. Donc ça, pour moi, c'était, quelque chose de très important. Mitiger, ce risque avec le transfert de ces, pratiques de risque, mais également, pour, renforcer, cet déséquilibre entre acteurs locaux et internationaux en, intentionnellement miser sur la collaboration avec les partenaires locaux. Il y avait aussi un exemple qui a montré que lorsque les partenaires locaux
Et lorsqu'ils étaient impliqués, cela est très efficace lorsqu'on les utilise dès le début, avec la phase de conception, avant le lancement des programmes. Aussi, lorsque on les écoute avant de déclencher les activités. Ah, je dois faire une correction. Moi, en effet, j'ai parlé du Yémen. Et puis, j'ai travaillé, ou j'ai parlé plutôt des groupes des maris. Mais ces groupes des maris, et donc, et là où les partenaires locaux ont dit que les écoles pour Mali ne va pas fonctionner avec notre population, c'était au Mali, c'était pas au Yémen. Désolée, mais on fait beaucoup de travail avec les maris. Mais ce que je veux dire avec tout cela, c'est que dans une session, lors de la réunion sur les connaissances régionales concernant la transition, le passage, des PID, un point, très efficace a été fait. C'est très, très important d'avoir, une analyse de conflit, parce que cela aide avec, le travail humanitaire, mais, aussi, pour, aider la planification du développement et pour mieux évaluer, le risque et aussi le potentiel, qu'on a avec, quel investissement et c'est, très important d'avoir ces analyses de conflit et ça doit être partagé, avec, les partenaires. Hem, Très important, pour avoir, cette, participation. C'était, de bons résultats de notre réunion RKSM. Alors on a encore une dernière question. La dernière question, pour nos panélistes, mais vous, l'audience, la salle, vous êtes également nos invités et vous pouvez mettre, vos questions, dans le chat. Je demande aux, panélistes, de raccourcir les réponses aux questions, pour qu'on puisse parcourir le maximum, de questions que l'audience va, nous, poser. Mais voici notre, test. Bonjour, moi je m'appelle, Ted Holmquist. Je travaille, pour Mercy Corps, et on travaille sur le développement humanitaire et la connexion, avec la construction de la paix et moi j'ai travaillé, avec, Idéal sur la sensibilité des conflits, et pour l'intégrer, dans les programmes RIFSA et c'est très, très important, que les acteurs de sécurité comprennent, et la dynamique du conflit, parce que c'est important pour les programmes. Ma question pour le groupe: quel rôle joue la sensibilité, des conflits, dans la conception et la mise en œuvre, des initiatives de paix et de développement humanitaire et comment pouvons-nous assurer que les programmes soient adaptables et flexibles pour évoluer, avec la dynamique des conflits? Merci Ted pour, cette question. Aïe, aïe. Malheureusement, au Burkina, il y a beaucoup de conflits. Je sais que vous avez travaillé beaucoup avec Nuru dans ce domaine. Comment est-ce que vous assurez que la sensibilité par rapport au conflit est intégrée dans votre programmation? Merci. Pour nous, au Burkina, et, et nous ne pouvons pas travailler dans quelques régions de conflit. On sait, qu'au nord, du pays, il y a 2 partenaires, qui travaillent, dans cette région de conflit, mais, en, concevant notre approche, nous prenons tout cela en compte et l'analyse du contexte est très importante, pour que votre programmation ne crée pas davantage de conflits dans la zone d'intervention. Donc, les analyses de contexte, qui, inclut les membres de la communauté et les leaders communautaires et aussi les groupes marginalisés. Tout cela doit être pris en compte dans
l'analyse et lorsque vous concevez le programme, il faut s'assurer, que vous abordiez les besoins réels de la communauté. Voici ce que je peux partager pour ne pas répéter, les autres approches, que j'ai déjà partagées avec, vous. Merci Aya Shoni. Et bon, on l'a dit encore et encore, il y a beaucoup de gens qui disent, qu'ils, veulent, voir, cette sensibilité par rapport au conflit, imbriquée déjà, à l'étape de la conception des programmes. Et je prends cela en considération parce que je pense que c'est important, parce que le conflit, c'est quelque chose de très perturbateur, pour nos programmes. C'est une polémique. Et donc c'est utile de l'insérer là où c'est possible pour l'insérer, dans la phase de conception. Nous avons de très bons exemples où à travers, la gestion adaptative, les programmes ont pu adapter leurs programmes à mi-parcours pour aborder, le conflit intercommunal en suscitant une plus grande confiance et une cohésion sociale posément entre les communautés et avec les aînés des villages et autres. Et donc, et si c'est possible de le faire, dès le début, c'est l'approche, qui est la plus désirable. Et Suleiman, est-ce que vous êtes, connecté par audio? Allô? Allô? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, maintenant on vous entend. Je suis vraiment, désolée d'être le perturbateur, de votre événement. Ah, mais j'ai, bien pu, suivre Shani, et AI, et je suis désolée, pour, les coupures avec ma technologie. Mais maintenant vous pouvez m'entendre et ça va bien. Pour répondre à cette question, la sensibilité au conflit, comme Shani vient de dire, heu, c'est c'est un grand problème, hein, et ça c'est un grand interrupteur, c'est un grand perturbateur, de nos programmes, et dans le contexte, Somalie, on a été ravagé par le conflit et la guerre, civile, vous savez, dans notre pays. Et bon, comment est-ce qu'on peut être, plus adaptif, et comment est-ce qu'on peut imbriquer, cette sensibilité au conflit, dans la programmation? Alors là, je suis tout à fait d'accord avec Shoni qu'il faut vraiment, hem, imbriquer, une, analyse de conflit dès la phase de conception. Et puis, pour ce qui est de la programmation, flexible et adaptative, dès que le conflit, frappe, hein, il est très important, de, pouvoir réagir, d'une minute à l'autre, de faire le transfert de ressources, de, passer notre savoir aux communautés, de les aider, avec les déplacements, d'être, à même de réagir, immédiatement par rapport à ce déplacement, qui est un résultat, du conflit. Un autre domaine clé, pour moi est, d'avoir, un dialogue continu entre, les parties prenantes et les communautés locales. C'est aussi important d'avoir une plateforme où, tous les groupes, sociaux et la dynamique, sociale est représentée, aussi la dynamique des, clans.
C'est important d'avoir ce pilier chez nous, en, Somalie, et dans, les différents pays. Il y a d'autres groupes, sociaux, qui, doivent être insérés. C'est important d'écouter toutes, les voix, de tout le monde. Et puis, un autre domaine clé, ce sont les, plans d'urgence. Qu'est-ce qu'on fait? Dans, les scénarios pires, dans les, scénarios, moyens, ce qu'on, voit, que c'est en Somalie, c'est vraiment l'information qui est la plus importante. Parce qu'il y a, différents États en Somalie, moi je me trouve à Puntland dans, la région du nord-est, puis il y a Somaliland, au nord-ouest, un, État qui, s'est autodéclaré, et puis au nord-ouest, nous avons, aussi les régions du sud, puis on a Mogadiscio avec le gouvernement central. Donc on a toutes, ces différentes dynamiques, et Save the Children, travaille dans, toutes, ces régions. C'est important d'avoir cette analyse de contexte, pour savoir exactement ce qui se passe dans ces différentes régions, de faire cette analyse, de l'analyse, pour pouvoir travailler avec, cette optique, de sensibilité de conflit et de l'imbriquer, dans les programmes pour rendre les programmes adaptifs, et pour aider les communautés qui sont dans le besoin, lorsque le conflit leur frappe dessus. Merci, Suleiman. Maintenant, nous allons passer aux questions du public. Je vais demander à mes collègues d'afficher les comptes des personnes qui posent les questions, ou pardon, de nous indiquer le captage visuel de ce que nous venons d'entendre de nos panélistes. Nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, mais je pense que je vais poser chaque question à un ou deux panélistes et je vais vous demander de garder vos réponses à 1 minute pour pouvoir répondre au plus grand nombre de questions possibles. Première question, à quel point est-ce que les bailleurs de fonds et les agences de financement ont-ils adapté leur processus, leur système et leur culture organisationnelle pour répondre aux obstacles des différents mécanismes de financement et aux différents obstacles bureaucratiques? Donc, Shoni, est-ce que vous pouvez commencer en nous parlant de ce que l'USAID fait pour surmonter les limitations par rapport à la cohérence HTB? Et puis, Aïssatou ou Suleiman, si vous connaissez un bailleur de fonds avec lequel vous avez travaillé qui a réussi à faire cela, vous pouvez partager cela ensuite. Shoni? Donc, si j'ai bien compris, la question est comment est-ce qu'on peut surmonter les différents processus, ou quels sont les processus pour surmonter les différents mandats, les différentes exigences? Pour l'USAID, nous ne voulons pas forcément faire cela. On peut garder ses particularités. C'est vraiment ça l'objectif de la cohérence HTP. On veut reconnaître le fait que chaque contexte a sa spécificité et chacun a son rôle à jouer. Mais par rapport aux processus qui sont impliqués, je peux vous parler de ce que nous faisons au sein de l'USAID. Nous sommes en train de d'évaluer les opportunités pour appuyer les processus qui sont plutôt rationalisés, qui visent une mission entière au niveau de chaque mission. Et nous allons rendre ces approches disponibles à nos missions pour les aider avec la mise en œuvre. Cela va faciliter la collaboration. La collaboration existe déjà, mais nous voulons travailler tous pour réaliser un objectif
commun et nous voulons créer des processus qui sont faisables, qui sont réalisables pour chacune des parties prenantes. C'est ça qui est important. Et si je parle du fait qu'au sein de notre propre structure, au sein de l'USAID, nous réfléchissons aux différentes pressions, aux différentes structures qui existent au sein des différents bureaux. Chaque bureau est un microcosme de la situation sur le terrain avec les parties prenantes différentes. Donc, il faut avoir un accord partagé sur quel est le calendrier faisable pour la collaboration et pour la coordination. Nous avons trouvé que le partage des informations est facilité par les structures. Les structures sont essentielles pour le suivi des contextes et pour partager les informations au niveau de la mission. Nous avons aussi noté que ce partage d'informations toute seule ne va pas aboutir à une meilleure collaboration, à une collaboration approfondie. Il faut quelque chose d'autre. Il faut un autre soutien, il faut d'autres processus pour organiser des réunions partagées, pour établir des documents partagés. Nous avons suivi plusieurs approches au sein de l'USAID et ces approches, on peut les aider pour nous réunir autour des processus que les missions peuvent utiliser pour mieux coordonner entre le développement et l'humanitaire et la paix. Merci beaucoup, Shoni. Et si vous avez des exemples des bailleurs de fonds qui font un bon travail à travers le Nexus, vous pouvez les partager dans la boîte à discussion, s'il vous plaît. Prochaine question, je vais poser à Suleiman ou à Aïssatou si vous voulez répondre. Quelle est une action que vous conseillerez à une activité pour améliorer la capacité de pivoter face à une évolution aiguë contextuelle, un changement soudain ou aigu contextuel? Est-ce que vous pouvez reprendre la question? Oui. Est-ce que vous pouvez partager une action que vous conseillerez à une activité pour améliorer la capacité de pivoter face à un changement aigu dans le contexte, un changement contextuel soudain et aigu? Suleiman, vous avez parlé de la planification des scénarios et la planification contingente. Est-ce que vous avez des exemples de la mise en pratique de cette approche? Oui, j'ai beaucoup d'exemples à partager, et surtout par rapport au programme du BHA et par rapport au conflit en Somalie. Surtout dans la région centrale et la région du sud, on lutte contre Al-Shabaab, une organisation non étatique, terroriste, franchement. Et il y a toujours des incursions d'Al-Shabaab dans les villages, dans les communautés où nous intervenons. Donc, il y a la lutte contre cette organisation et aussi le gouvernement fédéral somalien est aussi impliqué. Et dans nos programmes, nous planifions toujours des réponses en cas d'incursion d'Al-Shabaab ou qu'est-ce qu'on peut faire quand Al-Shabaab quitte une région donnée. Si nous sommes flexibles, une fois qu'une région est libérée d'Al-Shabaab, nous pouvons arriver pour mettre en œuvre nos activités sur la région. Et dans un délai de 24 heures, de 48 heures, nous pouvons
arriver dans ces communautés nouvellement libérées avec notre plan de préparation en cas d'urgence, nous avons la fourniture des, des éléments de besoin est prévoyée dans les 24 heures ou 48 heures après la libération d'une communauté. Il y a aussi le problème des inondations dans la région centrale où dans cette région, il y a beaucoup d'inondations des fleuves, des rivières, et les communautés doivent parfois se retirer vers les terres hautes, les plateaux, et nos équipes de WASH, nos équipes de santé vont appuyer ces communautés en déplacement. Donc voilà les différents scénarios pour lesquels nous planifions et nous essayons d'être aussi souples que possible dans la planification de nos programmes. Merci, Suleiman. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, allez-y. J'aimerais ajouter une chose à la réponse bien complète de Suleiman. Il est souvent utile de revoir l'accord de votre bourse pour vous assurer qu'il y a de la souplesse dans cet accord, ce contrat. Et vous pouvez toujours parler avec le bailleur de fonds ou avec le gérant de votre bourse ou avec le BHA pour voir s'il y a des opportunités pour ajouter de la souplesse. Nous avons observé que parfois la souplesse est présente même au niveau de la description du programme. Si la description est trop étroite, cela peut créer des obstacles qui vont empêcher un pivotage plus tard. Si on est trop spécifique, si on dit, voilà, on va fournir seulement les programmes de wash et de nutrition dans le cadre de cette bourse. Mais plus tard, si on a besoin d'une activité pour appuyer la sécurité alimentaire ou les semences, vous êtes déjà limité. Donc, il faut s'assurer que la description de votre programme est bien sûr assez spécifique, mais aussi assez large pour permettre des pivots, des adaptations. Et si vous n'avez pas une ligne dans votre budget pour les situations imprévues, pour les imprévus, peut-être il faut parler avec le bailleur de fonds pour déterminer s'il y a l'opportunité d'ajouter cela. Il n'est jamais trop tard. Et si vous faites la planification des scénarios, comme Suleiman vient de décrire, cela va renforcer la justification de cette approche parce que cela facilite le travail du bailleur de fonds et va l'aider à comprendre quelles sont les adaptations qui seront peut-être nécessaires. Merci beaucoup. Merci, Shoni. Suleiman, vous aviez quelque chose à ajouter? Oui. Non, c'est juste que je suis tout à fait d'accord avec Shoni. La souplesse est essentielle. Nous avons la souplesse dans notre programme avec le BHA et grâce au BHA et à l'USAID qui ont toujours soutenu la Somalie. Oui. Et nous avons cette souplesse. Par exemple, si nous travaillons au niveau d'une région géographique, par exemple le Puntland, s'il y a un choc dans un district, mais qui fait partie de cette même région géographique, le Puntland, nous pouvons adapter le programme d'une façon qui est cohérente avec les attentes du bailleur de fonds. Donc ça, c'est une autre approche qui permet la souplesse et qui nous permet de pivoter face aux chocs et aux crises. Merci beaucoup, Suleiman. Merci à tous nos panélistes
Merci Shoni, merci Suleiman, merci Aïssatou. Nous sommes presque à la fin de notre temps ensemble. Je voulais prendre une petite minute pour remercier Sarah, notre preneur de notes. Et j'aimerais maintenant vous montrer cette image formidable qui capte la discussion que nous avons eue aujourd'hui. Ce graphique, on va le partager avec vous tous, avec l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui et avec des liens vers toutes les ressources qu'on a partagées dans la boîte à discussion pendant le panel. Un grand merci, Sarah, pour cet record visuel de notre réunion. Merci encore une fois à tout le monde pour votre présence ici aujourd'hui. Un très grand merci à nos panélistes formidables. Le projet idéal touche à son fin, mais nous avons une nouvelle bourse, PIX, l'activité PIX, qui vise le partage des connaissances entre pairs. Cela va continuer le travail sur la cohérence HTTP et sur le séquençage, la superposition et l'intégration. Si vous êtes à Washington, D.C., nous avons un événement en présentiel la semaine prochaine où on va présenter PIX et on va présenter d'autres aspects du travail d'idéal au cours des 6 dernières années, y compris notre programme de petites bourses et les bourses associées. Pour ceux qui ne peuvent pas assister à cette réunion, restez attentifs pour des informations sur les événements futurs. Je vous invite toutes et tous à remplir un petit sondage d'évaluation de l'événement d'aujourd'hui. C'est une enquête rapide qui ne va pas prendre beaucoup de temps, mais qui va beaucoup nous aider à améliorer nos événements à l'avenir. Merci à toutes et à tous. Encore une fois, cet événement, ce n'était que le premier dans une série qui fête les 6 ans de travail d'idéal. Demain, nous aurons un événement sur le changement, la gestion adaptative en action. Et on vous invite à vous joindre à nous pour cet événement. Si vous ne vous êtes pas encore enregistré, le lien est dans la boîte à discussion. Cela dit, merci encore une fois à toutes et à tous et nous avons hâte de vous voir, de vous revoir lors des événements futurs d'Idéal. Merci beaucoup. Merci Suzanne. Merci à tout le monde. Merci.